Déjà, bienvenue d'être venus aussi nombreux pour ce 20e Perfug déjà. La prochaine séance sera un peu particulière puisque ça sera la séance anniversaire. Mais pour l'instant, on a une soirée qui, je pense, sera très intéressante sur la programmation log-free. Voilà, dans la concurrence, lorsqu'on est sur des performances qui touchent uniquement à tout ce qui est mémoire et processeur, les logs deviennent vite un sujet. Et Jean-Philippe, que si vous êtes ancien et nombreux à venir, vous l'avez déjà vu en juin dernier avec une session très intéressante sur tout ce qui est performance au niveau des processeurs. Donc lorsqu'il a proposé quelque chose autour de la programmation log-free, on a tout de suite accepté. Si vous ne le connaissez pas, Jean-Philippe, il est speaker, il est ingénieur performance chez Link, il connaît beaucoup de choses et donc je suis persuadé que ça sera extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à peu près 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses et ensuite il y a un pot offert par Octo qui nous accueille à l'étage du dessus pour continuer à parler avec le speaker et entre nous des sujets de la performance qui nous intéressent. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Philippe et vous dire rendez-vous en mai pour une prochaine session. Suivez le Twitter, suivez le site Perfug sur GitHub pour avoir les informations sur les prochaines sessions. Voilà, merci. Merci. Non, je pense que tu veux garder. Alors, est-ce que ça marche? Bien, bonjour. Est-ce que le micro marche? C'est bon? Non? Après, c'était juste l'enregistrement. Je vais essayer de parler un peu plus fort. D'accord. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation sur la programmation log-free. Donc, je travaille chez Ulink. Je suis architecte performance donc chez Ulink. On travaille la plupart du temps sur les applications low latency, donc inférieur à 1 milliseconde en temps de traitement des messages. Et donc du coup, le sujet de la contention est un sujet qui nous est cher aussi parce que ça fait partie des pistes pour essayer de réduire aussi le temps de latence de nos applications. Donc du coup, on s'intéresse énormément aux techniques log-free. Donc je vais essayer de vous faire une petite introduction des petites choses qui sont intéressantes dans la programmation log-free. Alors c'est une présentation que j'ai donnée à Devoxx en université de 3 heures, 2h30 de présentation effective. Donc j'ai essayé de la réduire pour tenir à peu près dans 1 heure, 1 heure et quart. Donc j'ai zappé des choses. Donc si vous êtes intéressé sur une version longue, non censurée, donc la Director's Cut, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur Parlez quand elle sera sortie d'ici 3 à 4 semaines. Et donc voilà, donc on a une version un petit peu plus courte aujourd'hui. Bonjour Monsieur Larsen. Et on va attaquer donc tout de suite avec l'agenda d'aujourd'hui. On va aborder, alors les slides sont en anglais, voilà, mais bon, je ferai la présentation en français. Je pense qu'on est à l'aise avec ça. Donc on va aborder donc ce que c'est que la contention et comment la mesurer, parce que ça va être notre point de départ pour pouvoir diminuer la contention au niveau de nos applications. On verra, je passerai très vite sur certaines techniques, je ferai un petit peu plus en détail log striping. Ensuite on ira sur les bases de la programmation log-free avec le compare and swap. Un petit tour sur le Java Memory Model qui va être important pour tout ce qui est technique log-free. Ça sera qu'une introduction parce que c'est assez lourd sur le Java Memory Model s'il faudrait faire une présentation complète dessus. Ensuite, un bon exemple sur le disrupteur et ring buffer. Les techniques de spinning et enfin, le technique de ticketing.
avec l'order scheduler. Un petit passage par l'immutability. Donc là, on va faire ça rapidement. Je le mets tout de suite dès le début pour qu'on mette ça de côté tout de suite. L'immutabilité, c'est bien pour avoir des choses thread safe. C'est utilisé dans les langages fonctionnels, les acteurs, mais tout ça a un coût. C'est le GC, surtout dans mon Java, c'est le GC. Donc il n'y a pas de problème en lecture, on peut y aller comme des bourrins dans la lecture, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où on fait des modifications, on fait des writes, ça veut dire qu'on va faire des allocations. Donc si on a de la contention, c'est qu'on a potentiellement beaucoup de threads qui tapent sur nos structures partagées. Donc beaucoup de threads, beaucoup d'écriture, beaucoup d'allocations, donc encore plus de pression sur le GC. Donc tout ça, ça a un coût qui augmente. Et du coup, là, je trouve que l'immutabilité là-dessus, pour moi, ça ne marche pas à cause du coût qu'on a au niveau du GC quand on est sur une VM classique hotspot. L'immutabilité, c'est bien au niveau de l'architecture de votre application, de faire du shared nothing, de vraiment séparer les choses, d'avoir le moins de choses en commun. C'est pas toujours possible, donc c'est pour ça qu'on va aborder les techniques log-free ici. Mais au niveau du code et des classes, l'immutabilité, c'est bien en théorie, en pratique ça marche pas. Donc passons. Au niveau de la contention, qu'est-ce que c'est? J'ai une bonne illustration ici, c'est-à-dire qu'on a un process qui a pris une section critique et on a tous les autres threads qui attendent que ce process ait fini de traverser la rue. Donc en gros, c'est au moins 2 ou plusieurs threads qui sont en train de combattre pour acquérir un lock. Et pendant ce temps-là, tous les autres threads sont parqués à attendre bien sagement qu'ils obtiennent un lock et qu'ils puissent passer. Et ça, la contention, donc c'est la raison numéro 1, pourquoi on veut éviter les locks et on s'intéresse aux techniques log-free. Donc pour ça, eh bien, on va commencer par mesurer. C'est mal. Alors, oui, dans mes slides, j'ai des petits problèmes de formatage, donc ne vous formalisez pas du formatage. J'ai eu des petits soucis. Donc l'idée ici, c'est qu'on va mesurer en premier lieu. On ne va pas essayer de dire, tiens, je vais dire, tiens, ça va être par là que j'ai le problème. Donc c'est vraiment mieux de mesurer là où se trouve votre contention. Parce que je rajouterai même sur cette punchline qu'il faut faire measure, mais don't premature. C'est-à-dire ne pas essayer de dire, bah voilà, j'ai tous mes logs dans l'application, je vais tous essayer de les remplacer par des techniques log-free, comme ça je serai tranquille. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire, mais franchement, c'est une grosse perte de temps. Les locks, c'est pas si mal que ça. C'est de croiser les effluves qui est vraiment mal. Mais les locks, c'est pas si mal que ça. Vous pouvez les utiliser. Vous commencez par utiliser les locks pour être sûr que vous êtes thread safe. Et ensuite, vous mesurez pour voir où sont vos bottlenecks, là où vous avez de la contention, pour appliquer après des techniques log-free, si besoin est, pour réduire cette contention. Et ça va vous permettre, en mesurant, vous allez permettre d'adresser les vrais problèmes là où ils sont. Et de passer toute votre énergie là où vous en avez vraiment besoin. Donc le monde Java est séparé en 2 types de locks. Les synchronized lock, synchronized block, et les Java utiles concurrentes lock. Donc qui utilise les réentrantes lock ici? Et synchronized block? Ouais, c'est kiff-kiff, quoi. Donc pour mesurer, c'est les synchronized blocks, par exemple. On va pouvoir utiliser des profilers de type PureKit, JProfiler, ZVision, qui est le petit outil, on va dire, de Zing, d'Azul System pour la JVM Zing. Ça marche comment? Il y a une interface JVM-TI, quand on fait un agent natif pour la JVM, et on a des events qui nous disent, bah voilà, dans le synchronized block, tu as essayé d'acquérir le lock et tu étais en contention, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait. Donc on a ces informations-là au niveau de la JVM, mais sur un agent natif. Donc URKit et tous les autres profilers qui fournissent en fait ce genre de fonctionnalité l'implémentent de cette manière. Le problème, c'est que par expérience, les résultats sont difficilement exploitables. Donc là, j'ai fait un petit screenshot sur JProfiler.
Donc on a une liste ici des locks qui ont été bloqués, qui sont en contention. Heureusement là j'ai typé mon lock par une classe, mais si j'avais eu, si on peut utiliser, on voit ça souvent, directement un new object pour faire le lock, faire un synchronize sur un new object, on aurait eu object, Java Lang Object partout ici. Donc pour identifier le lock au milieu de vos millions de lignes de code, c'est un peu difficile. D'autant plus que j'ai pas réussi avec JProfiler, alors, je suis pas un expert de JProfiler, mais j'ai pas réussi à avoir de call stack dans ce cas-là pour pouvoir identifier correctement mes locks. YourKit, c'était un petit peu mieux, à peine plus. Par contre, au niveau de ZVision, donc d'Azul System, ils font ce qu'ils veulent avec leur JVM. Ils ont quelque chose de beaucoup plus sympa, donc avec une call stack ici beaucoup plus précise et des compteurs qui nous disent combien de fois on a bloqué ou le temps qu'on a passé sur les locks. Donc ça permet d'identifier beaucoup plus rapidement là où se trouve notre contention pour les synchronized. Au niveau des Java utiles concurrentes lock, là c'est vraiment une autre bête. La JVM ici au niveau de JVMT ne peut pas nous aider, parce que c'est en fait des classes classiques. Il n'y a pas de choses particulières au niveau de la JVM pour ce genre de lock. C'est vraiment une implémentation Java pure et dure, presque. Mais la bonne surprise, c'est que quand j'ai testé, voilà, nous à Unique on utilise YourKit, on a des licences YourKit, mais j'ai voulu quand même tester JProfiler pour voir ce qu'il pouvait faire, parce que YourKit n'était pas capable de profiler les réentrantes locks. J'étais agréablement surpris de voir que JProfiler y arrivait. Donc là, lui, il va faire, à mon avis, de l'instrumentation pour pouvoir les profiler en spécifique. Mais en tout cas, lui, il y arrive. Et j'ai trouvé d'autres profilers qui a été fait par une équipe d'IBM, qui s'appelle donc Jug Profiler, ici, qui fait aussi par instrumentation, modification des classes et par le bout de ClassPass, qui a la possibilité d'aller profiler ces locks. Alors avant de trouver tout ça, j'avais tenté dans mon coin de faire des modifications comme ça des classes JDK pour pouvoir compter combien de fois j'ai raté l'obtention de mon lock au premier tour. Alors juste avant le JProfiler, donc là c'est déjà un peu plus propre, on a la classe du lock ici et la call stack bien propre pour savoir où se trouvent les locks. Donc ça c'était assez sympa. Moi de mon côté, par contre, donc là c'est un peu moche au niveau de la présentation, mais donc je suis parti en disant, bah voilà, je vais prendre les classes du JDK, donc de réentrant lock et read-write réentrant lock. Je vais identifier les endroits où le lock a failé, donc quand le casse, on verra ce que c'est le compare and swap, a failé au niveau du lock. Je vais rajouter un petit compteur, et puis je vais l'incrémenter à chaque fois que ça s'est mal passé. Je vais identifier mes locks à la construction en stockant la call stack quand on crée le lock. Je vais loguer le compteur de façon régulière pour savoir où j'en suis de tous mes locks. Comme ça, je modifie ces classes du JDK et je les réintroduis dans le bout de ClassPass pour qu'ils se mettent donc avant le rt.jar, donc qu'ils prennent en compte mes classes et non pas celles du JDK. Donc c'est plutôt facile à faire. Je ferai un blog là-dessus quand j'aurai un peu de temps. Et c'est assez efficace. Donc ça permet d'avoir des mesures, de mesurer donc avant au niveau de votre application quel est le niveau de contention, d'avoir une quantification du niveau de contention. Et ensuite vous appliquez votre réduction de contention avec différentes techniques qu'on va voir. Et après vous pouvez requantifier à nouveau ce qu'il en est. Donc c'est intéressant. Rapidement, j'avais fait un petit topo là-dessus à la Devoxx, mais la première technique qu'on peut utiliser, qui est très similaire à l'immutabilité, mais c'est le copy and write. Vous avez dans le JDK une copy and write array list, vous avez peut-être déjà utilisé. Ça marche bien, mais dans des cas bien précis, c'est-à-dire quand vous avez des structures qui ne bougent très peu. C'est-à-dire que vous avez une structure, vous avez démarrage, par exemple, listener. Pour des listeners, ça marche très bien. Pour une liste de listeners que vous allez itérer dessus et après déclencher des events associés. Ça marche très très bien parce que si vous avez des listeners qui sont au démarrage de l'application, après qui ne bougent plus. Donc là, un copy and write array, c'est génial pour ça. Ou si vous avez très peu de modifications, de temps en temps, vous rajouterez un listener, mais vraiment de façon sporadique. Ça évite d'avoir un gros log dessus pour des modifications qui sont finalement très rares. Et par contre, effectivement, ça duplique le tableau à chaque fois.
On s'est inspiré de ça pour faire une copy on-write hashmap. Quand vous avez des hashmaps de référence, vous faites des mappings, vous créez un mapping au démarrage et puis après cette hashmap ne bouge plus. Bah, vous pouvez faire une copy on-write hashmap, c'est très facile à faire. Vous avez juste un volatile avec votre hashmap interne, vous réimplémentez l'interface map et dès que vous avez une modification, vous copiez la hashmap interne. Et ça marche nickel. Du coup, c'est assez rapide. Là, je vais me concentrer plutôt sur le log striping. Donc le log striping, pour réduire la contention, on ne va pas diminuer les logs, on va en rajouter par en fait un effet de distribution. Donc on va distribuer les locks pour éviter qu'avoir qu'un seul lock qui se prend en fait tous les threads et toute la contention au même endroit. Donc la clé ici pour avoir de bonnes performances, c'est d'avoir une bonne clé de partitionnement pour séparer les données et d'avoir en fait dans chaque pot de données, on va avoir un lock associé. Donc on va c'est comme une hashmap en frontale. Vous avez une clé en entrée que vous allez hasher. Et vous donnez un pot de données avec son lock associé. Et comme ça, en fonction du nombre de pots, vous allez diminuer d'autant, diviser d'autant la contention. Le meilleur exemple qu'on a, c'est dans le JDK, c'est la concurrente hashmap. C'est sur ce principe-là qu'elle fonctionne. J'ai fait un petit schéma rapide de la concurrente hashmap qui est l'implémentation jusqu'au JDK 7. Parce qu'au JDK 8, ils ont un petit peu changé, mais le principe est le même. Ils n'ont plus les segments, mais ils ont des nodes, parce que c'est l'implémentation n'est plus en liste chaînée pour les collisions, mais en arbre rouge-noir, en une variante en tout cas. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que le nœud racine en fait est le nœud où il y a le lock, et après tout le reste. Donc pour le JDK 7 ici, on a un tableau de segments en entrée, non pas directement le tableau d'entrée. Donc si on a une clé foo qui arrive, on va hasher en plus le hashcode qui correspond à notre clé pour la distribuer sur le segment, pour trouver une entrée dans le segment. Donc une autre va donner un autre segment, et chaque segment ici est en fait un lock, une dérive de réentrante lock. Donc chaque segment est un lock qui va contenir ensuite le tableau de bucket avec les collisions derrière. Je n'ai pas à dessiner ici, mais vos valeurs en fait sont insérées à la suite dans le tableau, comme les entrées de la hashmap classique. Donc là, ça permet d'avoir en fait dans chaque segment ici un lock associé. Donc ici, si j'ai deux threads en concurrence, s'ils ne tapent pas dans le même segment, on ne va pas avoir de contention parce que chacun aura son lock. Donc ça va me permettre de diviser par autant de segments la contention sur l'accès à la hashmap, en tout cas ici pour l'écriture. Donc assez intéressant, assez facile à implémenter. Vous avez juste à bien redéfinir, bien segmenter vos données. Donc très efficace, mais il faut que le partitionnement soit correct. Donc ça vous permet aussi de tweaker facilement le niveau de contention que vous voulez, comme le concurrency level qu'on a sur la concurrente hashmap. Par défaut, il est à 16, donc on aura 16 segments, donc vous allez potentiellement diviser par 16 si le partitionnement est correct, votre contention. Après, il faudra faire gaffe, encore une fois, à la clé de hash, à la façon dont vous hashez la fonction de hash, en fonction dont vous hashez vos données, parce que si vous hashez de la même façon que la hashmap, vous allez avoir des entrées qui vont beaucoup collisionner parce qu'elles vont tomber sur le même type de données. C'est-à-dire que vous allez partitionner, mais les données qui vont rentrer, les clés qui vont rentrer dans un pot de données, dans un segment donné, vont tous avoir à peu près la même gueule. Et donc derrière, le hashing risque d'être mauvais. Et donc on peut avoir une dégénérescence de votre sous-hashmap, on va dire, avec énormément de collisions. Donc il faut faire attention d'avoir une bonne répartition de ce côté-là aussi. Vous pouvez quand même m'interrompre si vous avez des questions. Du coup, je vais un petit peu vite là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Donc on va pouvoir enchaîner avec donc les techniques de compare and swap, donc qui est vraiment la base, les primitives des algorithmes log-free. Donc de bien comprendre ce compare and swap, c'est essentiel pour la suite. On va beaucoup l'utiliser. C'est aussi la base pour l'implémentation des locks. Donc
les réentrantes lock, même les synchronized blocks, sont implémentés avec cette technique bas niveau. Donc c'est géré directement au niveau du CPU, c'est une instruction spécifique. Donc je vous préviens, à partir de là, dans les slides, il risque d'y avoir de l'assembleur. Je vous préviens pour pas que vous soyez trop choqués, mais il y a de l'assembleur après, on va en voir. Voilà, donc je vous préviens, sinon vous fermez les yeux. Donc le compare and swap, c'est quoi? C'est une instruction qui va garantir qu'on va mettre à jour de façon atomique un emplacement en mémoire par une autre valeur, et on va vérifier que la précédente valeur était bien celle qu'on attendait. Donc c'est une instruction, donc il y a 3 arguments, qui va prendre donc une adresse mémoire, la valeur espérée à cette adresse mémoire, et la nouvelle valeur qu'on va mettre à jour. Donc en termes d'assembleur, c'est ici. Je ne sais pas si tout le monde voit, c'est un peu bas du coup. Donc dans cet exemple-là, on a mis la valeur donc, de A en hexa dans le registre RAX, la valeur de B dans le registre RCX, donc la nouvelle valeur qu'on va mettre, ça c'est l'ancienne, et on fait un log compare exchange sur l'adresse mémoire contenue en RBX par la nouvelle valeur. Et lui, il va vérifier que à l'adresse spécifiée, il y a bien cette valeur-là avant de faire l'échange. Schématiquement, ça donne ça. Donc une adresse mémoire RBX ici, qui pointe donc ici en mémoire, avec la valeur actuelle. Dans RX, on a la valeur que l'on attend à cet emplacement en mémoire. Donc si ça matche bien, on va pouvoir faire l'opération d'échange et donc mettre la valeur qui se trouve dans RCX à cet endroit-là. Ça de façon atomique. On garantit que si la valeur match, celle-là va être mise à la place. Donc c'est une instruction, une opération très importante. On a des garanties fortes là-dedans qui vont nous permettre de construire toutes les primitives au-dessus. Alors quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de contention, l'instruction est relativement rapide, environ 7 cycles de CPU. Après quand ça contentionne, là ça peut dégénérer un peu. Mais sur un cas sans contention, c'est relativement rapide, on va dire. Au niveau du Java, donc si on remonte un petit peu, oui, vite fait. Tout à fait, très bonne question. Tant mieux, je vais pouvoir dire des bêtises aussi. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a des flags en assembleur, enfin, au niveau du CPU, il y a des flags qui disent en fait si la comparaison qui a été effectuée s'est bien déroulée ou pas. C'est-à-dire si la comparaison est correcte, on a un 0 flag en fait qui est levé. Si elle n'y est pas, c'est un 0 flag qui est à 0. Donc du coup derrière, on va pouvoir savoir si le résultat de l'échange s'est bien passé ou pas. Enfin en tout cas la comparaison et donc de l'échange s'est fait ou pas. Alors en C++, c'est bien exploité. En Java, un peu moins parce qu'on perd de l'information à niveau de ça. Il va juste vérifier que la nouvelle valeur est bien égale à celle la nouvelle valeur. Enfin, la nouvelle valeur à l'adresse mémoire est bien égale à la nouvelle. On va le voir. Alors qu'en C++, en fait, on a des petites informations supplémentaires. Enfin, en tout cas, il peut relire la nouvelle valeur. Si ça s'est mal passé, la comparaison s'est mal passée, il peut relire la valeur et nous la donner. Parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre a remplacé la valeur en concurrence, avant nous en tout cas. Et donc récupérer cette nouvelle valeur parce qu'on aura besoin pour la suite. Donc oui, il y a ce qu'il faut au niveau de l'assembleur pour avoir ce résultat de comparaison. Une autre question pendant qu'on y est? Donc au niveau Java, c'est l'ensemble des classes atomiques qui vont nous permettre d'accéder à cette primitive-là. Donc elle s'appelle par contre compare and set. La méthode. Donc dans toutes les classes atomiques, vous avez le compare and set, et donc qui prend une valeur espérée, une valeur qu'on va mettre à jour, et si la comparaison, enfin l'échange en tout cas, s'est bien passé ou pas. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le retour de la valeur, si ça s'est mal passé, on n'a pas le retour de la valeur qui serait à cet endroit-là, qui aurait été mise à jour par quelqu'un d'autre. On est obligé de relire à nouveau la valeur à l'adresse, spécifiquement. Là, je vous ai dit qu'il y avait 3 arguments dans le compare and swap. Là, il y en a que 2. Donc la troisième, en fait, c'est l'adresse mémoire. Ça correspond à la valeur, le champ value qui se trouve dans la classe atomique, qui est un volatile.
Donc on va reprendre un exemple un petit peu plus précis au niveau de la classe atomique longue, donc avec une implémentation en JDK7 du getAnyIncrement. Donc le getAnyIncrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous lire la valeur qui se trouve dans le champ value, lecture volatile ici, nous l'incrémenter, et puis faire un compare and set sur la valeur qu'on a lue précédemment et la valeur qu'on a incrémentée. Si tout se passe bien, il va renvoyer l'ancienne valeur, c'est le getAnyIncrement. Si ça se passe mal, il reboucle jusqu'à qu'il arrive à ce qu'il avait l'intention de faire. Donc ça permet d'avoir une incrémentation qui est vraiment atomique. C'est-à-dire qu'on va toujours reprendre la valeur qui se trouve dans notre adresse et l'incrémenter. Si quelqu'un d'autre l'a incrémenté entre-temps, on va reprendre cette nouvelle valeur et l'incrémenter et s'assurer que tout se passe bien de façon atomique. Donc là, c'est un algo qui est vraiment Java et qui est généré par le JIT de cette manière en respectant l'algorithme ici. À partir de JDK8, ils ont refait un petit peu la méthode en utilisant l'unsafe et en utilisant la méthode getAnyAddLong. Donc ça, c'est quelque chose qui est reconnu par le JIT et qui va, donc ce qu'on appelle intrinsifier. Intrinsifier même. Enfin bon. Et il va le générer par juste deux instructions, donc la valeur de l'incrément et faire un lockxadd à l'adresse de mon champ de l'incrément. Là, du coup, ça va être un peu plus rapide que ce qui est généré jusqu'au JDK7, parce que là, le JIT va direct reconnaître le pattern et générer le code assembleur qui correspond. Là, c'est des petites optimisations sympas quand on fait ce genre de truc, d'avoir directement quelque chose de plus rapide. Donc, sachant cette primitive-là, comment, par exemple, est implémenté un réentrant lock. Donc, j'ai simplifié, il y a un petit peu plus de... Mais ça vous permet d'avoir le principe général. On a un state qui est volatile, et quand on fait le lock, on va juste passer le state de 0 à 1 de façon atomique. À partir du moment où il est à 1, c'est-à-dire qu'on a acquis le lock. Si le case fail, donc ça veut dire que le lock a déjà été acquis, quelqu'un a mis 1 au state bien avant que nous on passe. Donc si le retour de la fonction ici est false, ça veut dire que quelqu'un l'a acquis. Et bien là on entre dans tout le processus de mise en queue en attendant qu'on arrive à prendre le lock, on spark, etc. Et on attend que quelqu'un nous réveille pour dire que le lock a été libéré. Le lock, c'est juste de remettre le set à 0, et c'est tout. De toute façon, on est tout seul dans la section critique. On n'a plus qu'à remettre le set à 0. Et c'est tout. Voilà. On a utilisé l'instruction case pour implémenter un lock de cette manière. Ce qui est le plus dur là-dedans, c'est de gérer le cas de contention, de gérer la queue, etc. Mais basiquement, on peut implémenter le lock et le réentrant aussi. Le fait que ça soit réentrant, c'est un peu plus compliqué, mais basiquement, on peut faire un log avec juste ça. Autre exemple d'utilisation du compare and swap pour faire un algorithme lock-free cette fois-ci. C'est la concurrente LinkQ. C'est l'algorithme lock-free le plus simple, le plus facile à implémenter et à comprendre. On va utiliser donc cette instruction case pour mettre à jour le pointeur dans une liste chaînée. Si on a le case qui a failé, ça veut dire qu'on a eu une mise à jour en concurrence qui est intervenue. Donc dans ces cas-là, on va refaire tout un processus pour relire à nouveau la valeur qui a été insérée avant nous et itérer et se remettre à la fin de notre queue pour recommencer à nouveau l'opération. Donc schématiquement, on part avec une LinkQ qui a déjà deux éléments, A et B, et je voudrais insérer C et D en concurrence. Donc là, c'est mon élément, donc j'ai un pointeur vers un objet, et ici c'est le pointeur next pour de la liste chaînée de ma queue pour insérer l'élément suivant à la fin de ma liste. Donc là j'ai deux threads qui arrivent avec chacun un élément, C et D, et je veux essayer d'insérer. Donc là on va faire un casse sur le pointeur next pour essayer d'insérer soit C soit D. Donc il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre. Ils sont complètement en concurrence. Donc ici C a réussi à se placer dans le pointeur next de B pour insérer son élément C. Par contre, D a eu son casse qui a échoué.
On a eu information. Donc dans ces cas-là, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre à nouveau le next de B, se repositionner au niveau de C, et refaire à nouveau l'opération, mais cette fois-ci à partir de C, avec un casse, pour remettre à jour le pointeur vers le quatrième élément D. Et c'est tout. Donc là, on se retrouve avec un algorithme log-free, très simple à mettre en place. Et là, quelle que soit la concurrence que vous avez, il va réessayer à nouveau dans le cas de contention, mais ça va être sans lock, si ce n'est le casse. Après, on peut débattre que le casse est aussi un lock, mais on considère que le casse est log-free. Des questions ? Oui. Bah, la même chose. On peut avoir E qui va s'intercaler. Ouais. Tout à fait. Là, on n'a pas de garantie d'ordre à l'insertion. Une fois que c'est inséré, là, on garantit l'ordre dans la queue. Mais là, c'est le premier qui est arrivé, il a raison. Hein. Oui. Ce qu'on va lire, c'est déjà, ça va être par là. Alors après, quand la queue est vide, c'est là où se pose le plus de problèmes. Mais quand elle est plutôt pleine, globalement, on prend le premier élément qui se trouve ici, et on est bon. C'est là où il peut y avoir des petites choses qui vont se passer. On va le voir après. Il y a des garanties sur l'ordonnancement de la façon dont on lit les valeurs, que ce soit les pointeurs, etc., qui nous permettent de garantir que tout se passe bien. On en rediscutera après s'il faut. C'est bon ? On passe à la suite. Alors, après cette première approche, on va parler du Java Memory Model. Donc là, c'est qu'une petite introduction. La présentation sur Java Memory Model, ça peut être beaucoup plus, je dirais, théorique, avec beaucoup de choses, des formules, etc., des termes parfois un peu barbares. Je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer tout le Memory Model. Donc il y a d'autres présentations beaucoup plus détaillées de Shipylef ou de Kuxenko qui sont vraiment très bien documentées, on va dire. Moi, je vais plutôt prendre un aspect beaucoup plus pragmatique sur ce qui va me servir pour le log-free. Donc voilà, donc je ne prétends pas vraiment tout connaître sur Java Memory Model, mais au moins de ce qui va me servir pour comprendre la suite. Ce que je vais essayer de vous transmettre aussi ici. Donc le Java Memory Model, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est Java qui est le premier langage qui a réussi à définir un memory model standard, avec donc les comportements qui en découlent, donc en 2004 pour le JDK5, et que C++ l'a eu beaucoup plus tard, en 2011, avec sa standardisation. Donc avant, c'était un peu le boxon, en gros. Donc on avait certaines constructions dont on n'était pas garanti que sur n'importe quelle machine ou architecture, elles allaient se comporter de la même manière. L'exemple le plus connu là-dessus, qui a été soulevé justement pour introduire un memory model bien défini dans Java, c'était le double check locking. Donc, rapidement, c'était le fait d'avoir un singleton qu'on voulait instancier de façon lazy à la demande quand il y a besoin, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas deux instances qui soient créées, etc. Donc ils se sont rendus compte que on ne pouvait pas garantir que cette construction-là fonctionnait dans tous les cas, si on n'avait pas défini ce memory model. Ce qui va m'intéresser dans le memory model, c'est ce qu'on appelle le memory ordering, c'est-à-dire le réordonnancement des instructions. Donc on a défini trois champs, pardon. Un entier A, B et B, et un booléen enabled. On a introduit donc ces instructions-là, on assigne 21 à A, et puis on fait un calcul à partir de A, et on met le booléen à true à ce moment-là. La façon dont c'est déclaré ici, le JIT est totalement libre de réordonnancer les instructions selon son bon vouloir. Alors il y a quand même quelques règles, c'est-à-dire que ici j'ai une dépendance des données, donc là il ne va pas pouvoir réordonnancer les deux instructions ici.
Par contre, ici, enabled est totalement indépendant de A et de B. Donc là, il va pouvoir réordonnancer comme il le souhaite. Alors, selon un certain critère quand même, hein, il ne fait pas ça au doigt mouillé, mais voilà, il peut dire, bah voilà, par exemple, enabled, ça serait plus intéressant que je le mette en premier et ensuite que je fasse mon calcul. Ça, il est totalement libre de le faire, ça ne changera pas votre algorithme fondamentalement. Parce que lui, il considère qu'il est single-threadé, en fait. Il ne considère pas que potentiellement il y a d'autres multithreads, d'autres threads qui peuvent faire des choses bizarres avec vos champs. Et il considère que il y a cet ensemble d'instructions-là et il peut les redondancer comme bon le semble tant qu'il n'y a pas de problème de dépendance de vos données et que votre algorithme, de façon single-threadée, fonctionne de la même manière et que le résultat est toujours le même. Donc, je pense que vous vous rendez compte que vous, en multithread, ce n'est pas du tout la même histoire. Mais mon compilateur, lui, il s'en fout. Donc si on prend justement un cas qui peut nous embêter, où je reprends le même set d'instructions dans un thread, et dans le deuxième, j'introduis l'utilisation de, je conditionne l'utilisation de B sous le fait que enable soit à true, pour processer la réponse en lisant B. Là, il va se passer des petites choses qui sont embêtantes. C'est-à-dire que si je veux que mon process utilise toujours la valeur 42, donc qui est le résultat ici du calcul. Donc si je veux que ça soit ici dans cet ordre, et quand enable data true, là, je veux effectivement processer l'answer, la réponse donc de 42, je ne suis pas garanti. Si enable data false, je ne fais rien du tout, mais si enable data true, je veux processer 42. Là, je ne suis pas garanti d'avoir toujours un process de 42. Parce que, comme on l'a vu précédemment, enable peut être mis avant. Et donc s'il est mis avant, je risque de pouvoir lire une valeur de 0 par exemple, dans ce cas présent. Donc je ne suis pas garanti de pouvoir toujours processer ce que je veux et d'avoir l'ordre de lancement qui est le même. Pour le garantir, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? J'entends pas bien. Ouais, tout à fait. Donc si je rajoute enable en volatile, on va introduire des choses importantes qui sont les memory barrières. Je les ai matérialisés ici en rouge. J'ai corrigé par rapport à ce que j'avais fait à Devox. Je m'étais un peu planté sur le positionnement. Donc on a ici une memory barrière du fait que ça soit volatile, une écriture en volatile, parce qu'on a mis le enable ici en volatile. On va avoir une memory barrière ici d'écriture qui va empêcher que cette instruction, ces instructions en fait soient réordonnancées avant ou ça après. Enfin, avant, ça après, ça avant. Donc on est sûr que, de façon, si on devait imager, le fait ici d'avoir un volatile write va faire un commit de toutes les instructions qui sont passées au-dessus, de tous les writes qui ont été faits au-dessus. Vous faites un commit de tout ce que vous avez fait juste au-dessus, pour simplifier. De l'autre côté, on a une barrière de lecture, parce qu'on fait une lecture de enabled, donc lecture de volatile, et ça va m'assurer que tout ce qui est ici ne va pas se mettre avant. On pourrait aussi envisager que ça puisse être lu et réordonnancé avant le if. C'est bizarre, mais c'est indépendant. Et une fois que j'ai ces garanties-là, je vais pouvoir avoir la réponse que j'attends. Et sans volatile, c'est le bazar. Autre exemple, quand vous faites vos threads, vos boucles dans le thread, vous faites un while, par exemple while running. Vous mettez running, c'est un booléen qui est de type, tout le monde sait qu'il faut le mettre en volatile. Mais pourquoi? Parce que on va éviter que le JIT dise ah bah tiens, moi c'est juste un champ, il est modifié que dans le, ou il est lu que dans la méthode. Bah moi je vais le mettre dans le registre et puis je vais faire ma boucle while true et je fais une boucle infinie pour mon while running. Le mettre volatile va empêcher le JIT d'aller l'optimiser, de toujours relire la valeur dans la mémoire. Donc les memory barrières, il y en a deux sortes. Là, on a vu au niveau du compilateur, parce que c'est le JIT qui va réordonnancer ou non les instructions. Mais on existe aussi au niveau du hardware, c'est-à-dire que au niveau du CPU, les CPU maintenant sont out of order, c'est-à-dire qu'ils peuvent réordonnancer les instructions,
toujours pareil selon certaines règles, mais ils peuvent réordonnancer les instructions comme bon leur semble et les exécuter dans le désordre tant qu'on a toujours le même résultat à la fin. Et là, on peut avoir les mêmes effets qu'on a vus avec le compilateur. Donc il existe aussi des barrières matérielles. En fonction des architectures et en fonction de... Donc quand vous avez un volatile write, vous avez une memory barrière d'écriture. Au niveau du volatile read, memory barrière de lecture. Alors, en fonction des architectures, on peut ou pas avoir ces barrières qui sont requises. Sur le x86, par exemple, on va juste avoir besoin de la barrière de l'écriture. Barrière de lecture du fait qu'il n'y ait pas de réordonnancement des lectures à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de mettre une memory barrière. Par contre, au niveau des écritures, elle est requise. Il y a d'autres modèles comme modèle alpha, qui n'existe plus, mais bon, qui est pris comme modèle pour le kernel Linux pour définir comment mettre les memory barrières. Alors là, c'est le gros bordel. Par exemple, un petit exemple qui est assez flagrant pour le modèle alpha, qui est très faible en termes de modèle mémoire. On va pouvoir lire une valeur d'un pointeur, enfin de la mémoire référencée, avant de lire la pointeur de l'adresse. C'est difficile à concevoir, mais c'est possible. Les architectures plutôt ARM sont entre les deux. C'est-à-dire que le x86 est très fort en termes de modèle, donc il y a très peu de réordonnancement possible, alors que ARM, il y en a beaucoup plus. Donc il faut faire un petit mix entre les deux. Au niveau pour matérialiser à quoi sert la memory barrière au niveau du CPU, donc entre l'exécution et le cache, on a ce qu'on appelle des load buffer et store buffer, qui permettent en fait de mettre en buffer les lectures et les écritures que l'on fait dans la mémoire. Donc que ce soit dans le cache ou vraiment dans la mémoire tout en haut ici, du point de vue du CPU, c'est un peu la même chose. Donc comme le CPU va plus vite que le cache, même le cache niveau 1, il bufferise, c'est une espèce de queue, hein, où donc toutes les écritures que vous faites dans la mémoire sont bufferisées, jusqu'à qu'elles soient traitées par le cache L1 ou moins, et soient écrites après par la suite dans la mémoire. Donc c'est là où, si vous écrivez votre enable true, s'il reste dans les buffers, un autre corps ne va pas pouvoir les lire. Parce qu'il ne va pas pouvoir récupérer la valeur de enabled tant qu'il n'est pas au moins arrivé dans le cache L1 et que la cohérence de cache va pouvoir distribuer la donnée vers les autres corps et donc les autres threads puissent voir le résultat de la mise à jour de la mémoire. Donc si votre écriture est stockée ici, on ne va pas pouvoir la voir. Donc la barrière mémoire de matériel ici va s'assurer que l'écriture que l'on a faite va pouvoir être exécutée jusqu'au cache L1. C'est-à-dire qu'en gros, on va attendre que tout le buffer soit drainé vers le cache L1, que toutes les instructions d'écriture ont été exécutées avant de faire le reste. Un petit temps d'attente jusqu'à ce que tout soit évacué dans le cache L1. Et à partir de là, on est garanti que l'autre thread va pouvoir lire la valeur par effet de ce qu'on appelle de snooping entre les caches. Donc ça, c'est la cohérence de cache qui s'occupe de tout ça en interne, faire sa sauce, pour pouvoir après publier l'information aux autres corps. Pareil pour la lecture. Au niveau du load buffer, les lectures aussi peuvent être bufferisées. Et donc la barrière mémoire, comme pour certaines architectures requises, va permettre de garantir qu'on lit bien les valeurs qui sont dans la mémoire. Donc le champ volatile, il implique ces memory barrières. Au niveau du compilateur, ça me permet d'éviter de la réordonnancement. Au niveau des hardware, de pouvoir en fait garantir que les buffers sont vidés, donc on a une visibilité de ces données pour les autres corps. Donc comme je disais, au niveau du x86, on a seulement la store barrière qui est émise au niveau pour le hardware. Donc en gros, si vous regardez l'assembleur généré pour un volatile write, après le volatile write, vous avez cette instruction-là, qui est un peu particulière, qui ajoute 0 au stack pointer, globalement, c'est-à-dire pas faire grand-chose, mais comme c'est une instruction lock, ça garantit qu'on a une memory barrière matérielle. Des petites optimisations. Il y a une instruction spéciale pour les memory barrières, mais là, c'est d'utiliser en fait le jeu d'instructions Intel pour garantir qu'on a la même chose, sans avoir trop de surcoût en termes d'instructions, de cycle.
Au niveau du CAS, c'est la même chose. Le CAS aussi garantit, c'est une instruction avec un lock, un préfixe lock, qu'on a une memory barrière matérielle. Alors, au niveau du comparand set, par exemple en Java, le compilateur JIT, lui, reconnaît que c'est un CAS, donc il considère aussi que c'est une memory barrière en termes de JIT, donc ça ne va pas réordonnancer les instructions autour du CAS, de la même manière qu'on avait autour du volatile. Au niveau hardware, donc toutes les instructions lock sont considérées comme des memory barrières. Au niveau du block synchronize, de même. C'est-à-dire que le block synchronize aussi a les memory barrières. C'est-à-dire quand vous entrez dans un block synchronize, memory barrière en lecture, vous en sortez, memory barrière en écriture. Donc en gros, vous pouvez le matérialiser de cette manière. Barrière ici mémoire, lecture, et barrière ici d'écriture. Ce qui fait que la place du enabled à l'intérieur du synchronize, on s'en fout complètement. Il peut être au début ou à la fin, ça ne va rien changer. C'est à un moment où vous allez sortir du block synchronize que là, ça va être commité en mémoire et que l'autre thread, qui de toute façon va être obligé d'acquérir le lock synchronize, ici 10, pour aller relire les valeurs qui vont être bonnes. Si vous faites une lecture de enabled et que vous n'êtes pas dans un block synchronize, c'est le bazar. Pareil pour le notify. Notify, vous pouvez le mettre en haut, en bas, on s'en fout. C'est au moment où vous sortez du synchronize que ça va prendre effet. Dernière particularité, le lazy set. Alors c'est une méthode qui n'est pas très connue dans les classes atomiques et qui est là pour des petites optimisations qui sont parfois bien pratiques quand on connaît bien le système. Donc le lazy set, c'est une barrière mémoire juste au niveau du compilateur. On a vu que pour le volatile, on avait une barrière à la fois au niveau du compilateur et au niveau du hardware. Là, le lazy set, il va juste dire qu'on ne fait qu'une barrière au niveau du compilateur. On n'émettra pas de barrière au niveau hardware. Ça garantit toujours le redondancement donc des instructions, mais pas avoir trop de surcoût au niveau hardware par la memory barrière qu'on a vu qui s'assure que le store buffer est complètement drainé sur le cache L1. Le pendant de ça, c'est que du coup, on n'a pas un effet immédiat de la valeur qu'on a écrite sur le thread. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit délai, difficilement mesurable, mais un petit délai avant que l'autre thread puisse voir, par exemple, le enable à true. Mais la plupart du temps, ça ne gêne pas. Pas d'autres questions? Oui. Il va faire les deux. Il va faire les deux, en lecture et en écriture, à mon avis. Parce qu'il il va être obligé de lire la valeur qu'il y a dans la value. Enfin, avoir une barrière mémoire pour la lecture. Oui. Oui, oui. C'est l'instruction, en fait, c'est le lock compare exchange derrière qui le garantit. Parce que toutes les instructions avec un préfixe lock garantissent que c'est une barrière mémoire matérielle, et donc ça va rendre visible à la suite de cette instruction pour tous les autres threads, tous les autres corps. Alors, le disrupteur, donc le ring buffer, je pense que tout le monde est au courant on connaît au moins de nom le disrupteur. Donc c'était une librairie faite par LMAX, dont Martin Thompson faisait partie à l'époque. Donc comme Martin aime le dire, il n'a jamais rien créé, Martin Thompson. Il a toujours réutilisé des idées qui étaient existantes. Donc le disrupteur ne fait pas exception. C'est des idées qui ne sont pas nouvelles. Donc c'est basé sur les circular buffers qui sont implémentés dans le kernel Linux, qui sont eux-mêmes dérivés des QLamport, que M. Lamport a créé en 1977, donc c'est pas tout jeune. Et il a juste porté ça en Java, globalement. Voilà.
Alors pourquoi faire le disrupteur quand on a par exemple la concurrente LinkQ qui est déjà log-free voire wait-free? Rapidement la différence entre un log-free, wait-free, population oblivious, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes garanties dans les algorithmes. Log-free, on garantit qu'au moins un thread va progresser dans l'exécution. Wait-free, la garantie est un peu plus forte, c'est-à-dire que on va garantir que le thread qui processe va avoir un nombre fini d'instructions pour exécuter la tâche. Donc en gros, log-free, on va pouvoir boucler indéfiniment, mais on progresse. Wait-free, on va boucler un certain nombre de fois garanti, limité, et après on va pouvoir finir l'algorithme dans un temps un peu plus déterministe. Ensuite, on a les wait-free population oblivious, où là, on a les garanties en disant qu'on n'est plus dépendant du nombre de threads qui rentrent on est en concurrence dans l'algorithme. Je vous donnerai les références à la fin. Vous avez plein de références, vous avez 3 pages de références à la fin de mes slides pour creuser un peu plus ces concepts-là. Donc la concurrente LinkQ, ok, c'est déjà log-free, mais elle a quelques problèmes. C'est que déjà, c'est une queue qui n'est pas limitée. C'est une linked list, donc indéfinie, qui n'est pas bloquante. Ça, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas l'utiliser par exemple dans les exécuteurs. Déjà, on ne va pas pouvoir remplacer l'exécuteur qui est une concurrente blocking queue, linked blocking queue par défaut. On peut mettre une array blocking queue, mais on va pouvoir mettre une concurrente link queue. Donc voilà, sachant que les arrays linked blocking queue ne sont pas log free, il y a des gros logs partout. C'est pas très intéressant. D'autre part, on va créer un node à chaque insertion, c'est une linked list. Donc je ne vous raconte pas au niveau du GC, c'est la fête. Et c'est pas très sympa avec le cache. C'est-à-dire comme c'est une liste chaînée, on déréférence les pointeurs à chaque fois. Ça part dans tous les sens en mémoire. Donc au niveau du cache du CPU, c'est pas top. On a beaucoup de cache misses. Et ensuite, dernier point, c'est qu'on considère que on est multiproducteur, multiconsommateur. Donc du coup, on est très pessimiste en fait dans l'approche. On verra ça un petit peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Dans le principe, le ring buffer, donc le cœur du disrupteur, ce qui va vraiment nous intéresser pour comprendre comment fonctionne l'algorithme du disrupteur, c'est une sorte de porte des étoiles. Donc un tableau à taille fixe, qu'on représente donc par un ring buffer, et dont on va utiliser 2 compteurs et des tails, et on va faire un modulo sur la taille du buffer, parce que ces compteurs en fait, vont être incrémentaux de façon monotonique. Et donc là, avec ce ring buffer qui est considéré comme... alors, head et tail sont volatiles, ça aura son importance par la suite. Et donc là, mon ring buffer est vide, et je voudrais insérer un élément dans ce ring buffer. Donc ce que je vais faire, je vais insérer donc à l'emplacement où se trouve à l'index de tail, en 0, je vais insérer mon élément. Voilà, j'insère mon élément. Ensuite, je vais incrémenter tail. Voilà. Là, le consommateur voit qu'il y a une différence entre head et tail. Donc, c'est-à-dire que la queue est non vide. Donc, il va pouvoir aller récupérer les éléments qui se situent au niveau de le head. Ici, reprendre l'élément et le processer. Là, je suis dans un cas où je suis single producer, single consommateur. Très important. Au niveau du code, l'implémentation est très simple. Donc j'ai un ring buffer, donc c'est un tableau d'objets, une taille fixe. Elle est telle en volatile. Les tableaux, j'ai pris des entiers ici très simplement. Au niveau de l'offer, donc de l'insertion dans la queue, je vais vérifier que ma queue n'est pas pleine. Donc la différence entre tail et head n'est pas de la taille du buffer. Si c'est le cas, je retourne false. Sinon, j'insère donc en faisant le modulo de ma taille l'élément dans le ring buffer. Et ensuite, très important, j'incrémente mon tail. Et donc c'est considéré ici comme un volatile write. Voilà, c'est comme le commit qu'on a vu pour enable la true. Alors oui, je fais un plus sur un volatile. Ça doit choquer certains. C'est bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis single producer. Je suis garanti qu'il n'y a qu'un seul thread qui exécute ici.
donc j'ai pas de problème de concurrence. Mais j'ai quand même besoin du volatile, parce que ça va me garantir qu'une fois que j'ai inséré dans mon ring buffer, ici, c'est pas réordonnancé, c'est pas mis dans le désordre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui lit mon tail, mon consommateur, va pouvoir dire, bah, quand j'ai la différence entre les head et tail, ça veut dire que mon élément est inséré dans le tableau. Donc je vais pouvoir aller consommer cet élément. J'ai juste besoin de ça. Donc au niveau du pôle, justement, ce que j'étais en train d'expliquer, si tail égale head, c'est-à-dire que la queue est vide, je retourne nul. Sinon, je prends la head, je calcule mon modulo pour avoir l'index dans le tableau, je récupère ici mon élément, j'oublie pas de mettre à nul pour éviter un petit leak, et je fais un head++ aussi. Et c'est tout. Je retourne l'élément, bien sûr. Mais voilà, donc ça suffit à implémenter la queue quand on est en single producteur, single consommateur. Des contraintes un peu plus poussées, mais ça permet de faire un truc assez simple. Le truc est ici, c'est-à-dire qu'on a deux lectures de volatiles qui permettent de dire que voilà, si j'ai pas de différence entre les deux, la queue est vide. À partir du moment où j'ai une différence entre head et tail, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans ma queue, et donc je vais faire la suite. Donc le fait de faire, dans le slide d'avant, faire tail++ va déclencher le fait que le pôle va pouvoir aller récupérer l'élément. Donc j'ai besoin d'avoir cette garantie du volatile pour pouvoir jouer là-dessus. Donc j'arrive ici avec deux threads à faire échanger des données sans lock. Bon, je suis single producer, single consommateur. On n'a pas tous les jours ce cas de figure, je suis d'accord. Mais de temps en temps, c'est pratique. Ce qui va peut-être plus vous intéresser, c'est multiproduceur, single consommateur. Ça, déjà des cas un peu plus pratiques dans la vie courante. Donc là, l'algorithme est un petit peu différent, l'approche un peu différente. Donc je vais toujours avoir ma porte des étoiles avec les compteurs head et tail à 0, la queue est vide. Et j'ai deux éléments avec j'ai deux threads avec chacun un élément qui va l'insérer en concurrence dans ma queue. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une réservation de slot. C'est-à-dire que je vais incrémenter tail de façon atomique. Donc il y a un thread qui a réussi à faire l'incrémentation de tail. Donc il a réservé un slot. Le deuxième va essayer de faire la même chose. Il va incrémenter tail de façon atomique. Et donc chacun a son slot de réservé, parce que chacun a récupéré l'index de tail. Donc chacun a un index dans le ring buffer, où il va pouvoir tranquillement insérer les éléments dedans, indépendamment. Donc ce qui est clé ici, c'est de pouvoir réserver le slot, donc de pouvoir incrémenter le tail de façon atomique. À partir du moment où on a ça, on est garanti, à part si on ne fait pas le tour bien sûr du ring buffer, mais on est garanti qu'on a chacun un slot de réservé, et on peut insérer tranquillement dans le ring buffer en concurrence. Donc la concurrence, finalement, elle se trouve au niveau du tail, l'incrémentation de tail. Donc pour implémenter ça, je vais changer un petit peu la structure d'avant. C'est-à-dire que je vais mettre un atomic référence array pour le ring buffer cette fois-ci. Donc l'atomic référence array, vous n'utilisez pas tous les jours, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est un tableau qui contient des références atomiques. En gros, c'est un tableau d'objets avec la garantie de volatilité. Pour chaque élément, ils sont volatiles. Et ça les garanties qui sont fortes qu'on va pouvoir utiliser juste derrière. Et je garde ma head parce que de toute façon j'ai qu'un seul consommateur, donc mon head est son volatile tout seul. Je passe en longue. Et pour ma tail, je suis en atomic long pour pouvoir avoir l'incrémentation en concurrence. Alors l'algorithme est un petit peu plus compliqué pour l'insertion. L'idée globale, c'est qu'on va reprendre la boucle case qu'on avait pour le get and increment, c'est-à-dire qu'on faisait le do while avec le compare and set là. Et on va insérer, donc on fait une lecture de mon tail ici en volatile. On vérifie qu'on n'est pas, le ring buffer n'est pas plein. Et si c'est bon, on va incrémenter le current tail. Donc la chose clé ici, c'est pouvoir insérer dans la boucle de compare and swap le fait qu'on vérifie que le ring buffer n'est pas plein. C'est ça la condition la plus forte qu'on a dans l'insertion. On n'est pas au bout du ring buffer. Une fois qu'on a garanti que le current tail donc, était incrémenté de façon atomique, on a récupéré un ticket, un numéro de slot en tout cas, on calcule donc le modulo de mon ring buffer et on insère à l'index ici l'élément
Et là, on a un volatile write, parce que j'ai un atomic reference array, le fait d'insérer un élément dans ce tableau-là me garantit que j'ai un volatile write ici, qui est toujours très important pour moi. Parce que au niveau du bol, je vais dans tous les cas récupérer la head, là où j'en suis, calculer un index, récupérer l'élément qui se trouve à cet endroit dans le ring buffer. S'il est à nul, bah, c'est que c'est vide, le ring buffer est vide. Sinon, je récupère mon élément, je le mets à nul. Bah, j'ai déjà mon élément, je le mets à nul et j'incrémente ma head. Donc là, l'algorithme est un peu différent que du cas single, producteur, où le fait d'insérer dans le ring buffer ici va déclencher le fait que ici, la queue est non vide. Donc ce qui est important ici, c'est de pouvoir justement incrémenter le tail, la queue de la fin de la queue avant pour réserver le slot. Et c'est au moment où j'insère mon élément dans le tableau que ça déclenche au niveau du consommateur le fait que la queue est non vide, donc il va falloir la processer. C'est pour ça que dans mon tableau, j'ai besoin de cette garantie de volatilité qui me permet de déclencher et d'avoir une présence immédiate et broadcastée, on va dire, à tous les threads qu'il y a un élément dans la queue. Donc là, c'est les grands principes du disrupteur, c'est l'explication du cœur du disrupteur. C'est aussi simple que ça. Bon, après, il y a plein d'optimisations qui arrivent par-dessus. Hein. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais le disrupteur arrive aussi avec un nombre de stratégies par-dessus, en termes d'utilisation autour de ce principe-là, donc qui est très flexible, de très bonne performance. Ça là-dessus, je pense que vous avez tous vu déjà des articles là-dessus. Et basiquement, ça permet de transférer des données d'un thread à l'autre. Faire une queue, quoi. Mais pas que. La problématique qu'on a ensuite, c'est de dire, avec les algorithmes log-free, comment est-ce que je vais notifier mon consommateur. Parce que voilà, si la queue est vide, il va se mettre en attente. Et puis quand on insère dans la queue, bah, il faudrait qu'on déclenche notre consommateur pour dire, bah, voilà. Donc ce qu'on a vu précédemment, on jouait sur les volatiles, mais ça, implicitement, ça veut dire que derrière, le consommateur, il tourne en permanence pour relire les valeurs, les variables volatiles, pour savoir qu'il y a un changement. Dans ce qu'on appelle le spinning. Alors, le spinning, c'est de l'attente active. C'est-à-dire qu'on tourne comme des fous pour relire les valeurs, et dès qu'elles ont changé, on va pouvoir consommer les éléments qui sont dans la queue. Donc c'est très très bon au niveau de la réactivité du consommateur. Le problème, c'est que ça brûle un corps tout seul en permanence. Si vous avez multiples structures comme ça dans votre application, vous allez avoir beaucoup de corps brûlés pour rien. Donc c'est un problème. Alors, le spinning est quand même utilisé au niveau des spin locks. Alors, c'est utilisé dans le kernel. C'est simplement des structures qui sont utilisées dans le kernel Linux. Les blocs synchronized, alors ils peuvent utiliser dans le kernel Linux parce qu'il y a des garanties qui sont faites au niveau du... Quand on est en mode kernel, on peut désactiver les IRQ, ce qui permet d'éviter d'avoir trop de problèmes avec ce genre de structure. Mais au niveau du user space, en gros au niveau de Java, utiliser le spinning, c'est à éviter, on va dire. Parce que, alors c'est utilisé pour les blocs synchronized, ils spin, c'est-à-dire ils font 10 tours de boucle avant de se dire bon, on va passer sur un mode je mets en attente le thread, etc. quand il y a une contention. Mais on essaye au cas où on serait pas loin de sortir du bloc pour un autre thread, de relâcher le lock. On essaye quand même de voir si on pourrait pas passer avec un petit peu de chance dessus. Donc il y a une option dans la JVM qui s'appelle pre-block spin qui est égal à 10 par défaut, mais qu'on pourrait éventuellement tuner. Mais bon, ce concept de spin existe, mais dans une quantité assez limitée, mais assez petite. Alors, ils utilisent aussi l'instruction pause, qui permet de donner des petits conseils au CPU, de dire bah, tiens, là c'est une loupe de spin, donc tu essaies de faire des choses qui sont à peu près correctes pour avoir de bonnes performances, qu'on ne peut pas utiliser en Java, malheureusement, mais bon, que le bloc synchronize lui implémente en interne.
qui n'est pas utilisé par exemple pour le réentrant lock. Donc du coup, comment est-ce qu'on va éviter de brûler un corps quand on fait du spin? Alors on va utiliser des stratégies de dégagement, back-off. La première, et je vous conseille d'utiliser au moins si vous faites un petit peu de spin, c'est de faire du thread.yield qui va permettre d'informer au scheduler qu'il va falloir essayer de faire passer un autre thread que le nôtre pour faire avancer l'algorithme. Donc on informe au scheduler que essayez de scheduler quelqu'un d'autre là, parce que là moi je suis en train de faire rien du tout. J'attends juste que le log se dégage. Le parc nanos de 1. Alors, le parc nanos de 1, comme son nom l'indique, normalement on parque un thread pendant X nano, mais quand vous mettez 1, ça ne sera pas une nano, parce que ça dépend de la granularité de l'OS, de ce qui est capable de faire. Sous Linux, c'est à peu près 50 microsecondes. Donc vous allez mettre en gros faire un slip de 50 micros quand vous faites un parc nano. Sous Linux. Sous Windows, c'est beaucoup plus. Et si tout ça ne nous a pas fait dégager encore un thread, après il faudrait fallbacker sur des waits. Alors le problème de ça, c'est que implémenter, c'est pas hyper facile, parce qu'à partir du moment où on passe en wait ou en no wait, etc., il faut quand même dire au thread producer qu'on est passé dans un système de wait, donc on n'est plus dans juste une mise à jour de volatile, il faut repasser sur un notify ou un signal. Donc il y a un changement de mode pour tout ça, donc c'est pas très simple à implémenter. Donc le spinning à utiliser avec modération. Très bon en réactivité, mais pas facile à maîtriser. Des questions? L'effet exact de yield, ça va un peu dépendre de l'OS, mais en gros, ça dit là, je suis sur là, essaie de scheduler quelqu'un d'autre. Là, je suis en train de dire, en gros, repars dans le scheduler, essaie de scheduler un autre thread parce que là, je suis en attente, j'ai rien à faire d'autre. Donc il va essayer de mettre un autre thread à la place du corps, donc déscheduler mon thread et essayer de faire quelque chose. Et après, de rescheduler juste derrière. C'est assez rapide, c'est des context switch, mais c'est assez rapide pour passer d'un à l'autre. Ça permet de donner la chance à un autre thread d'avancer. Parce que si on ferait que de la lecture de volatile, on bouffe un corps et le scheduler il dit bah, je le laisse dessus parce que de toute façon il demande de la CPU, donc il le laisse dessus et il n'y a aucun autre thread qui va passer pendant que vous faites ça. Oui, c'est un context switch parce qu'on appelle le scheduler derrière. C'est un appel OS derrière, c'est l'OS qui s'occupe de tout ça. Dernière partie, le ticketing. Alors c'est on a un peu cet effet de ticketing, alors, je ne sais pas le traduire en français, mais avec le disrupteur qu'on a vu en multiple producer, single consommateur, où on réserve un slot, un numéro de slot, on pourrait considérer ça comme un ticket. Donc on a un peu ce concept-là. Pour vous introduire ce concept-là, on va prendre un exemple, c'est on voudrait paralyser des tâches, mais tout en gardant un ordre sur toutes ces tâches. Donc l'exemple classique, c'est de dire j'ai un flux vidéo que je voudrais processer. Donc je lis des frames de mon flux d'entrée. Je processe les frames, mais processer les frames, chaque image est un ensemble qu'on peut paralyser, qui sont complètement indépendantes. Chaque image est indépendante. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le flux qui soit dans l'ordre. Parce que si les images sont dans le désordre, ça ne veut plus rien dire. Donc on veut écrire dans le flux de sortie, dans l'ordre. Mais voilà, processer, encoder des images, ça prend du temps, donc on voudrait pouvoir paralléliser tout ça. C'est vraiment un processus qui est hautement parallélisable, parce que indépendant. Donc en gros, schématiquement, on a ça, on a un flux d'entrée A, B, C, donc chaque frame ici. On voudrait les dispatcher dans des threads différents pour les paralléliser, mais à la suite, dans mon flux de sortie, on voudrait que ça soit dans l'ordre, en conservant l'ordre A, B, C. Ça, c'est pas forcément une problématique facile. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle un order buffer intermédiaire, qui va m'aider à réordonnancer ces tâches, une fois en fonction de quand est-ce qu'elles finissent, et de pouvoir les relancer dans le flux de sortie. Alors, cette technique-là, on peut le faire avec le disrupteur aussi. C'est totalement possible de le faire. Le seul problème, c'est qu'il faudra avoir forcément un thread dédié consommateur pour traiter
pour traiter le flux de sortie. Et si on multiplie ces structures-là, ça veut dire qu'on a à chaque fois des threads additionnels qui se multiplient dans l'application. Et c'est pas forcément quelque chose en tout cas personnellement, on aime, parce que plus on augmente le nombre de threads dans l'application, qui sont effectifs, plus on va mettre de pression sur le kernel et sur le scheduler. Et donc quand on a plein de wait notify dans tous les sens, vous allez voir que vous avez des dégradations de performance parce que c'est le kernel qui doit arbitrer chaque mise en branle des threads, etc. Donc quand on multiplie ce genre de structure, on voudrait quand même diminuer le nombre de threads aussi qui sont dédiés à cette consommation. Donc, chez Unique, on a notre directeur technique Georges Gomez s'est inspiré en fait d'un papier d'Intel sur ce traitement de flux et donc sur la technique de ticketing, donc qui permet de dire qu'on va pouvoir faire de la communication comme ça inter-thread. Ah non, pardon. De ne pas faire de communication inter-thread, pas avoir de thread additionnel et pas de stratégie de wait, en utilisant en fait les threads qui processent par exemple les frames pour aller écrire dans l'order buffer correctement. Il suffit juste de prendre un ticket au début. Donc, je vais expliquer la technique. Donc chaque thread qui processe les frames en parallèle a un ticket qui donne l'ordre dans lequel ils ont été lus dans le flux. On a aussi un ring buffer, toujours pareil, hein, toujours le même symbole de porte des étoiles. Donc là, on a un tail qui va correspondre au numéro de ticket qu'on doit processer, pour avoir un peu le parallèle avec le disrupteur. Donc on a, par chance, le thread avec le ticket 1 qui arrive dans notre structure. Il match avec le numéro de mon tail actuel. Donc là, je vais le processer, normalement, directement. Pas besoin de mettre dans la structure. C'est bien l'ordre dans lequel je veux avoir mes frames que je vais pouvoir écrire dans le flux de sortie. Donc là, tout se passe bien. Je processe et j'incrémente tail. Je passe à 2. Là, par contre, le cas de figure, c'est que j'ai le thread 3 qui arrive dans la structure avant le thread 2, avec le ticket numéro 2. Là, le numéro de tail ne matche pas avec le numéro de ticket. Je vais donc l'insérer dans la structure à sa position du modulo qui correspond. Donc ici à 3, alors que mon tail est à 2. Le thread repart. Il abandonne en fait son item pour qu'elle soit processée plus tard. Donc le thread continue et abandonne sa tâche. Arrive enfin le thread 2. Lui match avec le tail, donc il va être processé immédiatement. Mais on va réutiliser le thread pour processer la suite. On a incrémenté le tail, donc on a un élément qui est dans la structure qui se trouve ici, et on va utiliser ce thread-là pour pouvoir le processer. Et on garantit ainsi l'ordonnancement. Donc le thread repart une fois qu'il a fini, parce qu'il n'y a plus d'éléments dans la structure qui reste à processer, dans l'ordre. On a incrémenté notre tail. Et on n'a pas utilisé de thread en plus pour processer ça dans l'ordre. Au niveau du code, ça c'est ce qu'on avait avant, en gros. On fait une lecture de flux, on fait le process du flux et on écrit dans la sortie. On a un gros synchronize autour parce qu'on peut avoir multiples threads qui veulent essayer de processer ça. Enfin, on essaie de paralyser, mais on est obligé de faire un gros lock au milieu pour garantir cet ordonnancement. Avec l'order scheduler, on va juste s'assurer que la lecture du flux, on a un ticket qui est associé. Donc ici, on a un synchronize 10. Alors on peut voir la chose autrement en disant, je peux avoir un single thread qui lit le flux, attribue un ticket et après dispatch dans les threads la tâche qu'on veut exécuter. Mais l'idée, c'est qu'on associe le ticket avec l'ordre de lecture. On a un ticket qui est fait à partir de notre instance de scheduler. Et ensuite, dans le reste du processus, on a la méthode process qui est complètement concurrente. Et multiples threads peuvent faire appel à la process. De toute façon, l'input est passé en paramètre. Et ensuite, on passe au scheduler, le numéro de ticket et les instructions qu'on veut effectuer à la suite du processus. Ici, écrire dans le flux, en suivant l'ordonnancement qui est donné par le ticket. Si l'exception arrive pendant le processus, il va falloir trasher le ticket, c'est important, parce que sinon on reste bloqué, parce que la structure attend toujours que ça soit séquentiel au niveau du ticket, donc s'il y a un ticket qui est perdu, du coup on va l'attendre indéfiniment. Dans ces cas-là, il va falloir trasher le ticket pour récupérer tout ça.
Donc cette structure est assez simple, on a open sourcé sur GitHub, donc après on est ouvert sur les pull requests et discussions autour du design, et on utilise ça en interne, parce qu'on a des structures qui sont un peu éparpillées et qu'on a besoin de diminuer nos nombres de threads tout en garantissant l'ordonnancement de nos tâches. Donc pour conclure rapidement, ce qu'on a vu qu'il fallait mesurer la contention, qu'on pouvait distribuer cette contention avec du log striping, qu'on avait une notion de mise à jour atomique avec le CAS, qu'il fallait faire attention à l'ordonnancement de vos instructions, ça peut être ordonnancé dans tous les sens, que le ring buffer finalement c'est du log free plutôt facile, et enfin qu'on pouvait sans le thread consommateur ordonnancer les tâches qui sont paralysées. Petit commentaire pour finir sur les références que je vous donne dans les slides, que je vous tweeterai. Donc le Juke Profiler de l'équipe d'IBM qui permet de profiler les réentrantes lock. La très bonne présentation de Chip11 sur tout ce qui est Java Memory Model, donc là vraiment très en profondeur, très théorique. Moi personnellement j'aime pas, parce que c'est vraiment il y a plein de concepts assez compliqués, happens before, etc. Bon, il y en a qui aiment bien et qui préfèrent qu'ils comprennent de cette manière. Moi je préférais de la manière des mémoires barrières. Bon, après il y a plusieurs écoles. Voilà, donc si vous avez compris ce que moi j'ai expliqué, tant mieux. Si vous voulez aller plus loin, je vous envoie sur cette présentation. D'autres articles sur les mémoires barrières. La JSR 133, donc, qui définit là, pour la première fois le memory model de Java. Un article sur le fonctionnement des caches CPU. Enfin, pour ce premier slide, en tout cas, les très bonnes présentations d'un présentateur que j'adore, qui est absolument génial, qui est Herb Sutter de chez Microsoft, donc qui explique tout le memory model au niveau C++, mais bon, c'est totalement applicable sur Java. C'est vraiment les mêmes concepts. Et donc, il y a deux présentations, enfin, c'est une présentation coupée en deux d'une heure, enfin, de 2h30 à peu près. C'est absolument génial, je vous conseille largement de le faire. Si vous voulez vraiment creuser dans le memory model et comprendre comment ça fonctionne, c'est absolument génial ce truc-là. Deuxième page, donc les circular buffers, donc un article de la documentation du kernel Linux sur comment fonctionnent les circular buffers. Donc vous allez avoir quelque chose de très similaire à ce qu'on a vu ce soir. Les explications des QLock free par Martin Thompson. Enfin, c'est le code source en tout cas de ça, j'en suis largement inspiré, plus celle de Nitsan. Des présentations de Martin Thompson sur les algorithmes log-free. Pour ceux qui sont intéressés sur comment fonctionnent les wait notify, parce que ça, je n'ai pas abordé, c'était dans la présentation d'Evox, les futex de Ulrich Draper sur les futex sont les structures kernel qui font fonctionner les wait notify, les condition variables. La librairie JC Tools de Nitsan Wakart, donc c'est un ensemble de queues log-free. Je vais en parler dans la Devox un peu plus précisément. Donc vraiment tout un panel de queues log-free avec plein de cas d'utilisation, plein d'optimisations qui sont faites en fonction des cas. Très très bon. Son blog aussi qui est absolument génial à lire. Donc le blog de Nitsan Wakart sur comment faire des queues, quelles a été toutes les évolutions, les benchmarks autour de ça, quels sont les pitfalls quand on crée des queues, le fault sharing, etc. Absolument indispensable à lire. Enfin, donc l'article d'Intel sur lequel on s'est basé pour faire l'order scheduler. Donc exploiting the data parallelism in order data streams, voilà, donc lequel on a porté en Java. L'order scheduler ici. Un autre blog, Concurrency Freaks, qui vous expliquera en long, en large, à travers quelle est la différence entre log-free, wait-free population et oblivious. Donc très très bon, qui agrège aussi d'autres ressources sur la concurrence. Autre blog, Pressing on Programming, sur les memory models en C++, cette fois-ci, mais pareil, ça vous permet de comprendre des concepts qui sont applicables en Java. Quasiment un bouquin sur l'implémentation dans Linux de la structure read update non c'est quoi ça, read update copy, non, je me rappelle plus, read copy update
pareil, c'est une structure log-free, utilisée très largement dans le kernel Linux. Donc là, il fait une introduction beaucoup plus grande avec un appendix très détaillé aussi sur les mémoires barrières. Une lecture très intéressante. Et c'est tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça a été 1h17, 1h15 à peu près de présentation. Je suis allé quand même très vite et j'ai zappé plein de trucs. Donc je vous conseille après de revoir ma présentation à Devox si vous voulez aller plus en détail là-dessus. Et les questions sont ouvertes. Merci. Alors l'immutabilité, ça marche pas. Oui, c'est en tout cas c'est moi. Je l'affirme tout à fait. En pratique, non, ça ne marche pas parce qu'on a plein de problématiques liées au GC. Donc oui, c'est facile à programmer en disant ok, je mets tous mes objets immutables, par exemple les big décimaux, les strings, et du coup quand je les modifie, je réalloue. Le problème c'est que du coup on a énormément de GC qui arrivent et du coup ça fait ramer l'application. Plus au niveau de la bande passante mémoire, si vous allouez comme un taré avec ce genre de choses, au niveau de la bande passante mémoire aussi, vous allez taper les limites de votre système de mémoire. Donc il y a plein de limitations à ça. Donc c'est très bien en termes conceptuels, théoriques, de dire bah voilà, du coup, je sais pas, me faire chier avec les locks, etc. Les programmations fonctionnelles en abusent, etc. Mais derrière, il y a un vrai problème là-dessus, quoi. Donc pour moi, c'est pas du tout une solution. À part dans les cas, comme je dis, copy and write, dans les cas isolés où on a une modification de structure qui sont très, très faibles, voire quasiment inexistantes, là oui, ça a un intérêt. En dehors de ça, alors, j'étais sûr que la question allait revenir sur le tapis. En fait, en Java 5, effectivement, les réentrants log étaient plus rapides que les synchronized. Parce qu'ils n'avaient pas fait d'optimisation particulière sur les blocs synchronized, c'était juste des logs au niveau OS basique. À partir du JDK6, effectivement, ils ont optimisé le bloc synchronized, donc ça, ils ont juste travaillé au niveau de la JVM, c'était un peu l'avantage des blocs synchronized, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire modification de JDK, ils font ça au niveau de la JVM, en utilisant en fait plein de techniques. Donc la première, c'est de dire, quand je ne suis pas dans le meilleur des cas, je fais juste un casse, c'est-à-dire la même chose que le réentrant lock. Si le casse a bien marché, c'est bon, j'ai acquis mon lock. Je fais la même chose qu'un réentrant lock. C'est pour ça que la différence entre les deux n'est pas si flagrante. Si ça fail, d'ailleurs je vais spinner, je vais essayer encore 10 fois avant de passer à autre chose. Et si effectivement au bout de 10 fois ça fail, là je pense, je reprends le bloc synchronize, l'implémentation que j'avais classiquement JDK5 qui met en attente au niveau de l'OS, le thread, etc. Donc c'est pour ça que à partir de JDK6, les synchronize ont vraiment soit arrivé au même niveau que les réentrants lock, parce que en fait c'est derrière, c'est à peu près la même technique. Après il y a d'autres façons, alors il y a d'autres optimisations qui ont été introduites en JDK6 qui sont l'élision de lock, le bias locking. Bias locking, c'est de dire la plupart de mes locks, en fait il n'y a qu'un seul thread qui va passer dedans. Donc je vais biaiser mon lock sur un thread et espérer qu'il n'y a pas d'autres threads qui vont acquérir ce lock. S'il y a un autre thread qui vient acquérir ce lock, là je suis obligé de faire un revoke du biais. Et alors là c'est gros bordel parce que ça met en pause la JVM en gros pour révoquer le biais. Donc du coup ça a un coût monstrueux si ça se passe mal, mais si ça se passe bien, là il n'y a même pas de lock, il n'y a même pas de casse. C'est-à-dire qu'on biaise le lock sur un thread, on prend le thread ID, on le met dans le lock, dans l'objet auquel on fait synchronized. Et donc à chaque fois qu'on va repasser dedans, on va juste vérifier que c'est toujours le thread ID et on continue. Donc il n'y a même pas de casse. Donc dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de contention sur un synchronized, c'est quasiment free, quoi. Enfin pas tout à fait, comme quelques instructions supplémentaires, mais voilà, il n'y a pas de gros surcoût. Et bon, par contre, si ça se passe mal, là c'est gros bordel.
Alors, quel est l'intérêt du JIT de réordonnancer les instructions? Alors, c'est compliqué, je ne peux pas donner les vraies raisons, mais en fait, ça se passe au niveau du compilateur. Quand il va générer les instructions, il a un poids pour chaque instruction, en gros, et en fonction de ce poids des instructions, il va les réordonnancer pour essayer de diminuer ce poids. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait un accès mémoire, il y a des chances qu'on peut avoir un cache miss. Donc ça risque on va attendre la mémoire pour récupérer la donnée, pour avancer. Donc pour éviter d'avoir ça, on va essayer peut-être de réordonner les instructions pour dire, bah, tiens, je vais peut-être faire cette instruction-là qui va me coûter moins, que je vais pouvoir faire avancer parce qu'elle est indépendante de ma lecture mémoire, et essayer d'avancer dans l'exécution le plus possible. Donc en fonction des instructions qui sont émises par le compilateur, il peut essayer de réordonnancer pour essayer d'optimiser ces parties-là en fonction des cycles que font passer les instructions. Voilà. Je n'ai pas exactement tous les critères, j'ai pas d'exemple non plus, ça pourrait être intéressant. Ce que j'ai pas fait par contre, mais si vous êtes encore un peu... J'ai oublié de faire ça, j'avais préparé pourtant. Là, on dit qu'on peut réordonner des instructions, mais est-ce que c'est un cas qui existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste théorique? Et puis voilà, tous les présentateurs vous le donnent à chaque fois, forcément. Mais je vais vous montrer qu'en fait ce cas-là existe. C'est facile à montrer. Tac, je vais essayer. Voilà. Donc là ici j'ai fait un petit test, un petit programme de test rapide. Essayer de mettre où là j'ai mis quelques champs en entier avec un enabled, un boolin enabled. Le corps du truc, c'est de dire, voilà, je fais cette méthode assign qui va assigner tous les champs avec des valeurs différentes. On fait des shifts sur la gauche du passage en paramètre qui est là. Et à la fin, je mets enable à true. Si je regarde le code généré par ce code Java au niveau assembleur, alors, est-ce que je vais y arriver sur le sign? Voilà. Si on regarde un petit peu les... Alors, du coup, ça fait un peu petit là, mais si on regarde à partir d'ici, en fait, sur la droite là, voilà, on a ce qui se passe, on a les put fields, c'est-à-dire qu'on met à jour les champs, et là, il commence par le numéro 7. Si je continue, il fait le 6, le 5. Je crois que même j'ai... Je vais trop vite. Je vais essayer de faire. En fait, il a même commencé par le enabled, c'est-à-dire qu'il a réordonnancé l'instruction enabled, il a mis tout au début. Et ensuite, il a fait les champs à l'envers. Pas fastoche, je vais le faire ici. Il a fait donc le enabled, ensuite il fait put field 7, 6, 4, 3, 2, 1, et voilà. Donc en gros, il l'a fait complètement à l'envers. Parce qu'il trouvait que c'était mieux comme ça. Si par contre, maintenant, je reviens sur mon code Java et que je mets le enable de la volatile, quand même quelque chose qui est quand même plus que ce que j'attends. En tout cas, qui me garde de l'ordre de ça parce que je vais utiliser dans un autre thread. Si je recompile tout ça, sign, tac. Donc là commence ici, à peu près. Donc là, il va commencer par le field 1, non pas de labeled. Et après, il les fait encore un peu dans le désordre, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3. Et... Alors le 2, il est un peu caché, il est là. Il le scale ici. Et enfin, à la fin, il fait enabled. Il fait le enabled avec, vous allez reconnaître, ici la barrière mémoire, lock x add, ici. Donc là, il incrémente, il met à trou mon booléen. Juste au-dessus, il a fait le décalage pour le deuxième, le put field à 2. Et ici, il y a la barrière mémoire matérielle. Voilà. Donc réellement, même avec le volatile à la fin du enable, le reste au milieu, il l'a réordonnancé. C'est pas le bytecode là, c'est l'assembler. C'est un petit plugin qui se charge par la JVM Hotspot avec une option print assembly
qui permet de voir le code assembleur. C'est très pratique. Voilà, on fait un print assembly. Moi, je préfère la version Intel de la syntaxe. J'ai désactivé la tiered compilation parce que je suis en JDK 8, sinon le ordonnancement n'est pas tout à fait le même. Voilà. Faut mettre la DLL. Alors, sur mon blog, vous avez l'explication de comment avoir ce genre de génération de code. D'autres questions? Oui. Oui, vas-y. Bah, ce qu'on va essayer, enfin, après c'est un peu difficile. Dans notre cas, on peut connaître le nombre de threads à l'avance de l'application, c'est possible. Enfin, en tout cas, les threads qu'on appelle critiques, enfin, ceux qui travaillent vraiment, parce qu'il y a plein de threads qui foutent rien, mais il y en a qui travaillent vraiment. Là, ce qu'on va essayer de faire, après, je peux avoir toute une autre présentation là-dessus pour essayer d'optimiser ce genre de choses, mais on va essayer effectivement de matcher le nombre de corps avec le nombre de threads si vraiment c'est des threads qui sont demandeurs de puissance. Après, on peut essayer de mutualiser parce qu'ils ne font pas toujours quelque chose, ces genres de threads, même s'ils sont critiques, ils ne font pas toujours quelque chose, donc on peut essayer de mutualiser, mais on va se retrouver avec des coûts de context switch aussi. Dans le cas du disrupteur, et en tout cas jusqu'à la version 2, il y avait effectivement des petits problèmes quand on dépassait le nombre de threads effectifs par rapport au nombre de corps. Parce qu'effectivement, le disrupteur était optimisé en premier lieu pour avoir un nombre de threads qui matche avec le nombre de corps. Un cas un peu idéal et facile, mais bon. Après, à partir du Disruptor 3, ils ont amélioré cette partie-là. Il y a vraiment des gains de performance pour ce genre de cas. Nous, on l'utilise pour, tout bêtement, dès que le Disruptor est sorti, quasiment, on l'a utilisé pour faire les logs. Parce que maintenant, on fait Log4j en version 2, ils utilisent un Disruptor. On l'avait déjà fait à la sortie du Disruptor parce que c'est un cas qui est vraiment très, très intéressant pour avoir des bonnes performances là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un multi-producteur, un seul consommateur qui est écrit sur disque, et tous les autres threads log là-dedans. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les locks, c'est pas le mal. On peut utiliser les locks, c'est pas un problème, à partir du moment où on n'a pas de contention. Donc on peut utiliser le lock en disant voilà, je vais essayer de garantir que ma structure elle est thread safe. On est là aussi pour ça au départ. Qu'on n'ait pas de concurrence et de trucs qui arrivent complètement des race conditions. Mais les race conditions, elles sont des fois juste de temps en temps parce qu'on n'a pas beaucoup de contention sur ces structures-là. Donc un lock peut totalement être justifié pour ça. À partir du moment où par contre on a énormément de threads qui essaient d'accéder à une structure partagée, où on a mis un lock, et que du coup ça devient un bottleneck pour notre application, là il faut essayer de ressortir des techniques un peu plus avancées pour essayer de diminuer cette contention-là, parce que ça va être là où la scalabilité de votre application va pêcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tous les logs de l'application en disant voilà, les logs c'est mal, il faut mettre des structures log free et puis on va mettre des disrupteurs partout et ça va être la fête. Donc juste s'intéresser à là où est le problème. Voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Après, je suis disponible un petit peu après si vous voulez dialoguer en privé, parce que je sais qu'en général, c'est peut-être plus facile. Voilà. Merci à vous.